Le socialisme est toujours une catastrophe et on le voit à Paris. Le socialisme est en train de détruire totalement le centre de Paris. Mais la mairie a une solution. Plus de socialisme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Angelo de m'avoir envoyé l'article qui va me permettre d'illustrer mon propos. L'un des grands problèmes de Paris, je dis l'un des parce qu'on ne les compte même plus, mais l'un des grands problèmes de Paris, c'est le manque de logement. C'est devenu une catastrophe à l'intérieur de la ville. Ce manque de logement, il est en grande partie dû au plafonnement des loyers. Et je le dis d'autant plus volontiers que quand la loi est passée, donc il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo sur Drôme et économie pour dire comment allait se passer. Je jette des petits coups d'œil parce que j'aimerais voir la date de publication de ma vidéo, mais je ne trouve pas la date de publication de ma vidéo. Peu importe. C'était il y a très longtemps. J'avais fait une vidéo sur Drôme et économie où j'avais indiqué le plafonnement des loyers est le meilleur moyen de détruire un centre-ville après une bombe nucléaire. Je devais en fait cette phrase au prix Nobel d'économie qui avait dit exactement la même chose. Donc, on sait, les économistes savent que le plafonnement des loyers, c'est l'un des moyens les plus évidents de détruire un centre-ville. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo que j'avais fait sur Drôme Économie à l'époque, c'est une vidéo très courte qui dure 2 minutes 30 à peu près. C'est très court, mais ça explique exactement ce qui va se passer, ce que l'on voit aujourd'hui et pourquoi ça se passe comme ça. Et ça montre notamment que ça avait déjà été essayé à Paris. Donc je ne rentre pas dans le détail, j'ai déjà parlé sur cette chaîne des expériences qui sont actuellement en cours à Stockholm et en Irlande, où on constate exactement la même chose. Le plafonnement des loyers donne un résultat absolument catastrophique et c'était prévisible puisque Paris avait essayé ça entre 1914 et 1948 et ma vidéo, je l'ai, une vidéo du 13 septembre 2016. 13 septembre 2016, c'est une des toutes premières vidéos de Droma Economy à l'époque où je faisais à peine une vidéo par mois. Bon, dans laquelle j'explique exactement ce qui va se passer avec le plafonnement des loyers et ça me donne raison. Tout ce que l'on voit aujourd'hui à Paris était vraiment extrêmement prévisible. Donc, on a ce plafonnement des loyers qui pose un énorme problème à la mairie de Paris et vous allez voir la façon dont elle veut résoudre le problème est ubuesque. C'est complètement délirant et je peux vous prédire, alors d'une part que ça ne se fera pas parce que là, ça devient complètement de la folie, mais qu'en plus, le résultat serait encore plus catastrophique. On va voir ensemble exactement de quoi on parle. Les logements vacants continuent de poser des problèmes à la mairie de Paris et une récente proposition du premier adjoint Emmanuel Grégoire soulève des débats. Pourquoi y a-t-il des logements vacants? Parce que vous avez donné tout le pouvoir aux locataires et que vous avez plafonné les loyers. Les deux cumulés, c'est de la folie. Les deux séparés, c'est de la folie. Les deux cumulés, c'est de la folie. Si un propriétaire, vous lui dites je vais te plafonner tes loyers, par contre, moi, j'augmente la taxe foncière comme je veux, hein, mais je vais te plafonner tes loyers, ça veut tout simplement dire tu vas gagner de moins en moins d'argent. Et le propriétaire n'a aucun intérêt à améliorer son habitat, voire même à louer son habitat. Mais pour vous expliquer plus exactement le plafonnement des loyers, allez voir ma vidéo. La deuxième chose, c'est je donne tout le pouvoir au locataire. C'est-à-dire que il est extrêmement difficile de virer un locataire qui ne paye pas. Il est extrêmement difficile de virer un squatteur. Du coup, vous faites porter un risque important sur le propriétaire. Si le risque n'est pas compensé d'une manière financière, comme ça pourrait être, vous voyez,
OK, je risque, gros, mais j'ai une rentabilité de 8, 10, 15%, ça vaut le coup. Mais si vous ne laissez pas le risque être compensé par, une rentabilité financière, personne ne va prendre le risque. Et comme il y a déjà pas de rentabilité dans l'immobilier, notamment parisien, hein, quand vous louez un appartement à Paris, vous ne gagnez pas d'argent. Techniquement, vous ne gagnez pas d'argent. La rentabilité est aux alentours de zéro pour l'immobilier parisien. Eh bien, sauf pour évidemment pour ceux qui possèdent un appartement depuis leur arrière-grand-père, hein, mais ça, on est dans un cas complètement différent. Mais ça, la différence entre le prix d'achat, c'est-à-dire j'achète un appartement et je le mets en location, eh bien, votre rentabilité est quasiment nulle à Paris. Et du coup, eh bien, beaucoup de propriétaires se disent, bon, bah, j'achète un appartement, soit, mais je ne le loue pas, je le laisse vide. Et comme les appartements à Paris historiquement montent, même si en ce moment ils sont en train de baisser fortement, mais comme historiquement ils montent, et ben sur 15, 20 ans, je vais faire une belle plus-value. Par contre, je n'ai pas intérêt à m'embêter avec des locataires, puisque les locataires, ça n'a aucune rentabilité pour moi. Ça ne peut être que source de problèmes. Et du coup, vous avez ce problème de logement vacant, c'est-à-dire de propriétaires riches, mais propriétaires riches, des individuels, mais aussi des banques ou des fonds de pension, etc., qui disent, nous, le but, c'est d'acheter. On achète parce qu'on a les moyens. Par contre, on ne va pas s'enquiquiner avec un locataire parce que ça ne rapporte rien. Et du coup, on préfère acheter, laisser l'appartement vide pendant 20 ans et on revend dans 20 ans. On n'a pas eu les problèmes du locataire, on n'a pas eu d'abîme, l'appartement n'a pas été abîmé. Donc, on revend dans 20 ans, on est quasiment certain qu'on aura gagné beaucoup d'argent. Et sur une longue durée, autant, je vous dis, sur l'immobilier, sur le court terme, actuellement, c'est hyper risqué. Autant sur le long terme, sur 20 ans, il y a pas d'énormes risques quand vous êtes dans une capitale un peu, euh, enfin une belle capitale européenne. Donc voilà, il y a pas de risque, il n'y a pas vraiment, il y a toujours un risque, bien sûr, mais le risque est faible et historiquement, quand on regarde les résultats, c'est bankable. Donc c'est normal que des fonds de pension ou des gens riches achètent des appartements, les laissent vides et se disent on vendra. Ou même des propriétaires. Vous voyez, moi j'ai un appartement à Paris en copropriété avec mes frères et sœurs. On a hérité ça de nos grands-parents. Euh, Ça serait, alors on le loue, mais on se pose parfois la question parce que ce est-ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner avec des locataires, d'avoir des risques d'impayés, d'avoir des risques, ouais, ça, d'impayés, de gens qui squattent, de se devoir, se mettre à payer pour eux, l'électricité et l'eau, hem, plus les procédures judiciaires et cetera? Ou est-ce que ça vaut pas le coup tout simplement de garder l'appartement et puis de se dire: «On le vendra quand on aura besoin de sous», l'augmentation du prix, nous permettra de gagner de l'argent. Donc vous avez aussi des vieux propriétaires qui ont hérité leurs appartements et qui font ça en se disant: «Bon, j'ai pas envie de me casser les pieds avec un locataire, j'en ai pas besoin, de toute manière ça rapporte rien, donc autant attendre et puis on vendra quand on vendra, quoi». Donc les logements vacants sont devenus un véritable problème à la mairie de Paris et le plafonnement des loyers en est une bonne raison, plus le fait que le locataire a beaucoup, beaucoup trop de droits et qu'il est beaucoup, beaucoup trop difficile de virer un locataire ou de virer un squatter. Donc du coup, logement vacant, mais c'est ce que j'appelle le socialisme, hein, le plafonnement des loyers, et le fait que le locataire ou le squatter ont beaucoup trop de droits par rapport aux propriétaires. Donc Emmanuel Grégoire a trouvé la solution. Dans une lettre ouverte, Grégoire avance que les collectivités devraient avoir le pouvoir de réquisitionner les logements vacants au lieu de laisser la prérogative aux préfectures. Donc la solution de ces génies face au socialisme qui ne marche pas, c'est de pouvoir piquer les appartements. C'est-à-dire se dire, ça marche pas, notre idéologie, elle est nulle, elle vaut rien. Mais on va y aller plus. On va remettre en cause le droit de propriété. On va aller plus loin. Vous savez, le communisme ne marche pas, mais c'est parce qu'on n'a pas fait assez de communisme.
Et après, quand vous montrez l'URSS, quand vous montrez Cuba, quand vous montrez le Venezuela, quand vous montrez n'importe quel pays communiste, n'importe lequel, aux idéologues, ils disent oui, mais c'est pas du vrai communisme. Oui, mais on n'est pas allé assez loin. Non, c'est juste que ça ne marche pas, votre idéologie. Ça ne marche pas. Je vous donnerai à la fin de la vidéo la bonne façon de régler le problème des logements à Paris. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui va se passer si la mairie de Paris peut réquisitionner les logements vacants? Elle va les prendre petit à petit et les logements petit à petit vont se détériorer. Mais vous n'aurez plus un investisseur dans Paris. Plus un. Terminé. Parce que tout le monde n'aura qu'une trouille, c'est que la mairie de Paris lui pique son logement. Si vous n'avez plus d'investisseurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de construction, ça veut dire qu'il n'y a plus de nouveaux logements, ça veut dire qu'il y a zéro entretien. Il n'y aura plus un propriétaire qui entretiendra son logement. Vous entendez, je ne vais pas investir 10, 20 000 euros dans mon logement, alors que la mairie risque de me le piquer. Donc vous allez avoir des logements qui vont être dans un état de plus en plus déplorable. Et la mairie de Paris, elle a plus un fifrelin. Elle est à la limite d'être mise sous la tutelle de l'État. On en parle régulièrement. J'ai fait une vidéo là-dessus. La seule chose, à mon avis, qui fait que la mairie n'est pas sous tutelle de l'État aujourd'hui, c'est les JO. Parce que ça ferait moche d'avoir la mairie de Paris mise sous tutelle juste avant les JO. Mais son endettement, tous les chiffres de la mairie sont au rouge vif. Donc elle n'aura pas les moyens, si elle pique ses logements, elle n'aura pas les moyens de les remettre en état. Elle n'aura pas les moyens de les entretenir. Donc entre la mairie qui n'aura pas les moyens de les entretenir et qui de toute manière n'aurait pas les moyens de le faire, plus des particuliers qui du coup n'investissent plus du tout, ou à particulier ou fonds de pension, peu importe, qui n'investissent plus du tout, vous allez juste avoir une catastrophe absolue sur les logements à Paris. Alors vous dites, François-Xavier, t'exagères toujours, t'es toujours dans... On te reconnaît bien là, tu es dans l'exagération, bonhomme. Regardez ce qui s'est passé à Paris entre 14 et 48. Savez-vous, les anciens connaissent la loi de 48, ont entendu parler de la loi de 48. Avant de la loi de 48, vous ne pouviez pas augmenter les loyers. Les loyers étaient, en France, les loyers étaient encadrés par l'État. C'est ça la loi de 48. Ça avait été mis en place en 14 parce que les gens partant à la guerre, tous les hommes partant à la guerre et les femmes généralement ne travaillant pas à cette époque-là, on s'est dit, bon, il ne faut pas que les propriétaires augmentent les loyers, sinon ça va être une catastrophe. Donc l'État avait bloqué les loyers, avait pris en charge les loyers, c'est-à-dire que l'État payait les loyers pour tous les hommes qui étaient partis à la guerre, et pour éviter de se faire arnaquer, il avait bloqué les loyers en 14. Et ça a duré jusqu'à 1948. Pourquoi en 1948 on a arrêté ça? Pourquoi on a arrêté ça en 1948? À cause de l'administration dans la ville de Paris. L'administration a fait un rapport indiquant que, je crois que c'est un tiers, allez voir ma vidéo, hein, mais un tiers des logements n'avaient pas l'eau courante. Quelque chose comme 27% des logements étaient devenus insalubres. 27%, il me semble, des logements étaient devenus insalubres. Et en fait, l'administration avait fait un rapport en disant que le nombre de logements insalubres à Paris devenait tellement gigantesque qu'il fallait absolument arrêter ça. Donc, la loi de 48 a été en fait la loi qui a stoppé le plafonnement des loyers et qui a fait qu'en sorte les loyers après étaient libres. Et tous les bails, les baux signés avant 48 bénéficiaient encore du plafonnement des loyers. Tous les baux signés après 48 n'en bénéficiaient plus. Et donc c'est pour ça que la loi de 48 est restée célèbre. Mais on a arrêté cette loi de 48 parce que le nombre de logements insalubres à Paris devenait plus qu'inquiétant.
plus qu'inquiétant. Et que ça se dégradait très rapidement. Je vous garantis que si la mairie de Paris peut et se met à piquer des logements à leurs propriétaires, parce que c'est ça en fait, c'est une remise en cause du droit de propriété. Si la mairie de Paris, après avoir mis le plafonnement des loyers, se met à pouvoir piquer des logements aux propriétaires pour y mettre qui elle veut, l'insalubrité va arriver à une vitesse XXL. Elle va arriver de toute façon avec le plafonnement des loyers parce que ça ne peut mener qu'à ça. Le propriétaire n'a aucun intérêt à investir dans son logement quand il y a un plafonnement des loyers. Aucun. Donc, ça ne peut mener qu'à ça. Et toutes les études économiques qui ont été faites montrent que ça mène à ça. Si en plus la mairie peut réquisitionner les logements vacants, ça va aller encore plus vite dans l'insalubrité. Donc ce n'est pas moi avec mon chapeau qui exagère, c'est que toutes les preuves que l'on a en France, à Paris comme dans le reste du monde, tout montre que ça donne ça. Il n'y a pas, à ma connaissance, de contre-exemple. C'est l'un des points sur lesquels les économistes sont d'accord. On n'est pas d'accord sur grand-chose entre économistes, mais je crois que c'est plus de 80% des économistes, d'après une étude d'Harvard, plus de 80% des économistes sont d'accord sur ce point-là, que le plafonnement des loyers, ça détruit un centre-ville et ça conduit au fait de ne plus avoir de logements et que les logements qui restent deviennent insalubres. Donc c'est pas moi qui l'invente. Du coup, l'idée de la mairie de Paris qui est le socialisme échoue, mettons plus de socialisme, c'est une couillonnerie XXL. Cette suggestion, bien que motivée par un désir de résoudre la crise du logement, tu veux la résoudre, la crise du logement? Arrête tes couillonneries! La crise du logement, ça se résout en 2 minutes. Enfin, j'exagère évidemment là, mais ça se résout très facilement, la crise du logement. T'arrêtes le plafonnement des loyers. Première chose. Deuxième chose, tu fais en sorte qu'on puisse virer un locataire qui ne paye pas. Pas en 2 ans. En 4 mois. 3 mois. Le locataire, et pas uniquement la moitié de l'année avec une trêve hivernale. Tout le temps. Le locataire ne paye pas, il dégage. Au bout de 3 mois. Le temps d'une petite procédure. Sans passer devant un juge bolchevique. J'exagère un peu, je suis d'accord. Mais sans passer devant un juge bolchevique. Un constat d'huissier. Un truc rapide. Ou un truc notarié. Très rapide. À partir du moment où le droit de propriété sera pleinement assuré, et que le propriétaire pourra avoir une rentabilité sur ce qu'il loue, à ce moment-là, tu n'auras plus de problème de logement vacant. Les logements reviendront. Si les gens peuvent gagner du fric et que la propriété est bien la propriété, ils viendront. Par appât du gain. Pas par amour de l'autre, hein, par appât du gain. Mais c'est une bonne chose, l'appât du gain. C'est ce qui fait que vous mangez un bon pain. C'est parce que votre boulanger est content que vous achetiez votre pain chez lui qu'il vous fait un bon pain. C'est pas par amour de l'humain. Et ben c'est exactement la même chose pour l'immobilier. Exactement. Tu veux encore une mesure qui accélérerait les choses? Encore une mesure qui accélérerait les choses? Vous arrêtez ces couillonneries de DPE, vous arrêtez ces couillonneries d'interdire de loger, de louer des logements de moins de 9 mètres carrés, etc. Parce que, spoiler alerte, c'est mieux de louer un logement de 9 mètres carrés que de dormir sous un pont. J'ai eu un mal de chien à trouver des logements à mes enfants quand ils sont arrivés à Paris. Un mal de chien. Eh bien, on aurait trouvé des logements de 9 mètres carrés
même temporairement, même pour dépanner, on aurait été content. Je rappelle qu'il y a quand même des étudiants qui dorment dans des campings. Ils seraient ravis d'avoir des logements de 9 mètres carrés, même si l'isolation n'est pas top. Et ils prendraient leur petit logement, un peu merdique, c'est vrai, mais ils le prendraient. Pas longtemps, le temps de trouver mieux. Et il y aurait une grosse rotation dans les logements de 9 mètres carrés. Mais ça aiderait peut-être des gens. Et les propriétaires de logements de 9 mètres carrés, à cause de cette grosse rotation, on serait peut-être incités à faire mieux. Ou alors, eh ben, ils se contenteraient d'avoir des loyers extrêmement faibles qui seraient vendus à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça qui fait que... Mais encore une fois, si vous pensez qu'il vaut mieux dormir sous un pont que dans un logement de 9 mètres carrés, n'hésitez pas à me le dire, hein. Parce que l'alternative, c'est ça. L'alternative du bon sentiment, du sauveur de Gaïa socialiste qui veut absolument des logements bien isolés et très grands pour tout le monde, eh ben, c'est que les gens dorment dans la rue. C'est qu'ils ne trouvent pas de logement. C'est que j'ai galéré pour trouver des logements à mes enfants quand ils sont devenus étudiants à Paris. Et j'ai pas nécessairement galéré par manque d'argent, hein. J'ai galéré parce qu'il y avait très très peu de logements. C'était très très dur à trouver. Donc le socialisme n'est pas la réponse, le libéralisme est la réponse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où on montre que Milei justement a réglé le problème du logement dans sa capitale, Argentine, a réglé le problème du logement justement en libéralisant complètement ce logement. Vous pouvez régler très rapidement le problème du logement, mais très rapidement, hein, je veux dire, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est très très rapide. Il y a d'autres choses qui prendraient plus de temps, mais le logement, ça serait très rapide. Selon les données de l'INSEE, un logement est considéré comme vacant s'il est inoccupé et proposé à la vente ou à la location, déjà attribué à un acheteur ou un locataire en attente d'occupation ou encore sans affectation précise par le propriétaire. Actuellement, la préfecture a le pouvoir de réquisitionner de tels logements, mais Grégoire soustient que cette responsabilité soit transférée aux communes, parce qu'il aimerait bien mettre la main sur votre logement. Il estime que cette démarche pourrait être plus efficace si elle était gérée localement. C'est sûr qu'il pourrait en piquer beaucoup plus, mais je sais pas, mais l'efficacité serait de très très court terme. Vous savez, le socialisme ne marche que tant qu'il y a de l'argent dans la poche des autres, hein. Une fois que vous avez tout pris, c'est terminé. En outre, Grégoire suggère que les collectivités puissent utiliser les données de consommation d'eau et d'électricité pour repérer les logements vacants ou sous-utilisés. Cette méthode, déjà utilisée par l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, a révélé que Paris comptait 262 000 logements inoccupés, soit 19% du parc. Donc vous voyez, c'est un vrai problème. Un logement sur 5 est inoccupé. Mais allez voir ma vidéo, encore une fois, que j'ai fait en 2016, au début de cette loi, je vous ai dit que ça se passerait comme ça. Un logement sur 5 est inoccupé. C'était parfaitement prévisible, parfaitement évident que ça finirait comme ça. Est-ce qu'à un moment, on peut arrêter les couillonneries? Cependant, cette proposition soulève des préoccupations en matière de protection des données, car les fichiers de consommation d'énergie sont protégés par le Règlement général sur la protection des données, la RGPD. Une alternative à cette approche controversée existe déjà en France.
Le fichier LOVAC croise diverses informations foncières telles que la taxe sur les logements vacants pour repérer des logements inoccupés, Roselyne Conan, directrice générale de l'Agence nationale pour l'information sur le logement, l'ANIL, soulève également une question pertinente. Est-il juste de considérer comme vacant un logement dont la consommation d'énergie a diminué en raison de travaux de rénovation énergétique, tels que l'isolation ou l'installation d'une pompe à chaleur? Si mon logement est vacant, c'est-à-dire que j'ai personne, mais c'est parce que je fais des travaux. C'est-à-dire, effectivement, on ne consomme pas d'eau, on ne consomme pas beaucoup d'électricité, mais c'est parce que je suis en train de faire des travaux pour le remettre aux fameuses normes DPE. On le considère comme vacant ou pas, mon logement. Vous voyez à quel point tout ça, c'est des couillonneries, en fait. Vous voyez à quel point tout ça, c'est des usines à gaz qui vont finir par nous ruiner, en fait. Alors que la mairie de Paris envisage cette approche, la Belgique a déjà mis en place une mesure similaire en Wallonie. Alors moi, les Wallons, envoyez-moi des mails, les Wallons, pour me dire ce que vous pensez de la Wallonie. Mais tout ce que je reçois de Wallonie, c'est une catastrophe. On adore la voiture électrique, on la promeut, et puis finalement, on est obligé de multiplier le coût de l'électricité par 5, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de fournir assez d'électricité. À chaque fois que je lis des trucs de Wallonie, je sens qu'on va lentement vers une catastrophe socialiste. Je dis socialiste parce que la Wallonie est très à gauche. Mais franchement, les Wallons, est-ce que vous êtes bien chez vous, quoi? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien? Je suis, mais abasourdi à chaque fois que je lis des choses venant de Wallonie. Depuis septembre 2022, les communes peuvent accéder aux données de consommation d'eau et d'électricité pour lutter contre les logements vacants. Encore une fois, ces gens-là ne s'attaquent pas. Je dis ces gens-là, je ne parle pas forcément des Wallons, je parle de tout le socialisme, entre guillemets. Ils ne s'attaquent pas à la réalité ou aux causes des problèmes. Ils s'attaquent ils veulent améliorer ils veulent essayer d'améliorer en renforçant le problème. Vous savez, c'est Bossuet qui dit Dieu se rit de ceux qui maudisent les effets dont ils chérissent les causes. Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. On a des gouvernements socialistes qui adorent le plafonnement des loyers, qui trouvent que c'est merveilleux, qui sont là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on est gentil, on est bon. Donc ils adorent le plafonnement des loyers. Par contre, ils maudissent ce qui arrive avec le plafonnement des loyers, c'est-à-dire un manque criant de logements. Ils maudissent ça, alors qu'ils chérissent le plafonnement des loyers. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Selon ce décret, un logement est considéré comme présumé inoccupé s'il présente une consommation d'énergie inférieure à 15 mètres cubes d'eau par an et à 100 kW d'électricité par an. Alors moi, je serais propriétaire en Wallonie, j'allumerais mes lumières tout le temps. Voilà. Enfin, je calculerais combien il faut pour que j'arrive à 110 kW d'électricité par an. Donc, je mettrais soit un petit chauffage d'appoint, soit j'allumerais mes lumières pour arriver au bon chiffre. Et je ferais du couler de l'eau comme ça à mon évier pour atteindre les 15 mètres cubes d'eau par an. Et quand j'ai atteint les 15 mètres cubes, je coupe. Mais vraiment, s'ils veulent jouer au couillon, je jouerais au couillon si j'étais propriétaire en Wallonie. En conclusion, la proposition de la mairie de Paris pour traquer les logements vacants soulève des préoccupations quant à sa faisabilité et sa légitimité, ainsi que des questions éthiques sur la manière de définir un logement vacant. Il n'y a pas de définition éthique du logement vacant. Foutez-nous la paix avec l'éthique. Il y a un propriétaire qui a un droit de propriété.
Et si vous avez des problèmes de logement, c'est parce que vous avez voulu lier les mains de ce propriétaire. C'est ça qui crée des problèmes. Attaquez-vous un peu aux causes. Arrêtez de vous attaquer aux conséquences. C'est stupide. Attaquez-vous aux causes. Alors que le débat continue, il est essentiel de chercher des solutions équilibrées qui respectent à la fois les droits des propriétaires et la nécessité de lutter contre la crise du logement. Et ben voilà, les solutions qui permettent ça, c'est simple, hein. C'est un vrai droit de propriété, c'est-à-dire que le propriétaire peut virer ses squatteurs ou le locataire qui ne paye pas en 3 mois, quelle que soit la période de l'année, parce que ce n'est pas à lui d'assumer le problème. Si l'hiver, il y a un problème parce que les gens ont froid, mais qu'ils ne peuvent pas payer le logement, ce n'est pas au propriétaire d'assumer le problème. C'est à l'État, si, à la limite, c'est à l'État. Mais qu'il se débrouille. C'est-à-dire, soit il paye le loyer à la place du locataire, soit il se débrouille pour les loger ailleurs. Mais ce n'est pas au propriétaire de régler ce problème-là. Donc, donner un vrai droit de propriété, c'est-à-dire permettre aux gens de virer les gens qui ne payent pas, et d'un autre côté, permettez-leur aussi de mettre le loyer comme ils jugent bon de le mettre. Arrêtez toutes les normes débiles de DPE, d'isolation, etc. Arrêtez toutes les normes débiles sur les surfaces à louer et vous aurez réglé le problème. Un dernier exemple, vous voyez, de normes débiles sur les surfaces à louer. Je crois que c'est au Japon ou en Corée du Sud, je ne me rappelle plus. Japon ou Corée du Sud. On peut louer des surfaces de 4 mètres carrés. C'est petit, 4 mètres carrés, c'est ridicule. C'est la place pour mettre un matelas et pour déposer ses affaires dans une sorte d'armoire qui touche le matelas. C'est ridicule comme appartement. C'est absolument minuscule. Alors j'entends certains d'entre vous déjà, et surtout les membres de la mairie de Paris, hurler « C'est inhumain, on ne peut pas le faire !» À qui sont loués ces logements de 4 mètres carrés? À des clochards. À des clochards. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez juste un effort intellectuel de vous mettre dans le réel. Le clochard. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il dorme sous les ponts, qu'il se fasse voler régulièrement ses affaires, voire même qu'il se fasse égorger la nuit parce qu'il dort dans un abri plein de gens plus ou moins louches, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il loue un logement de 4 mètres carrés 50 € par mois, puisque c'est à peu près le prix dans le pays dans le Cochit, logement de 4 mètres carrés où il dormira en sécurité parce qu'il y a une porte fermée, logement de 4 mètres carrés dans lequel il pourra laisser ses affaires dans la journée et donc éviter de se les faire voler dans la rue. Lequel des deux choix est le bon? Alors je sais que certains vont me dire, non, il lui faut 100 mètres carrés, il lui faut 50, il lui faut 25. Oui, mais je vous parle du monde réel de la vie véritable. Je ne vous parle pas de vos fantasmes. Oui, je suis d'accord. L'idéal, ça serait que tout le monde ait au moins 50 mètres carrés. Très bien. C'est votre fantasme. Parfait. Mais dans le monde réel de la réalité véritable dans laquelle on vit, est-ce qu'il vaut mieux que le clochard dorme dehors, se fasse régulièrement voler ses affaires et risque de se faire tuer, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il dorme dans un logement de 4 mètres carrés, loué 50 € par mois, dans lequel il est en sécurité, dans lequel il est à l'abri quand il fait froid, dans lequel il peut ranger ses affaires et les laisser sans se les faire piquer? Parce que ça, c'est l'alternative réelle. Ce n'est pas votre alternative de fantasme. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.